Gentlemen, start your engine. Quoi de mieux que cette annonce bien connue des amateurs de course automobile pour ce nouveau numéro de Start-Upper. Et oui, on va rêver de montres et de belles mécaniques avec Arnaud Pézeron, le fondateur de la marque SAI, Start Your Engine. Arnaud, on démarre? C'est parti Xavier. C'est parti pour un nouveau numéro de Start-Upper. Bonjour Arnaud, bienvenue dans Start-Upper. Enchanté, merci beaucoup de m'accueillir. Est-ce qu'on va aller à fond là pour découvrir la marque que tu as lancée il y a quelques mois avec un concept qui est le sport tailoring? Tu peux nous en dire plus? Oui, pour faire très simple, le sport tailoring en fait c'est un style sport chic. Ouais. Pouvoir trouver un équilibre entre une montre un peu masculine, un peu virile, un peu brute, et puis le côté plus élégant, plus distingué, plus taillé, pour franciser tout ça, du bracelet, et pouvoir vraiment intégrer les deux. Bon, vous l'avez compris les amis, Arnaud avec Start Your Engine s'attaque au sport chic. Un truc super tendance et branché dans l'horlogerie. Alors là, les concepts c'est bien, mais est-ce que tu es venu avec une montre quand même? Bah oui, je la porte toujours. Donc là, j'ai le chronographe que je porte aujourd'hui. Tu fais voir? Oui. Est-ce que je peux l'essayer? C'est fait pour ça. Ah, superbe. Alors, donc, ça, c'est dans ta collection que tu viens de lancer, le chrono, et tu as aussi une version… mécanique automatique. Mécanique automatique. Ok. Alors, les amis, on a une grande surprise pour vous. Ce chrono SAI Start Your Engine est à gagner avec un tirage au sort. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo sur Start-Upper avec tout ce qu'il faut pour pouvoir participer à ce tirage au sort. En tout cas, merci beaucoup Arnaud. Donc tu as un chrono et 3 aiguilles. Ouais. Donc tu as sorti 2 modèles. Exactement. Comment ça t'est venu cette idée? C'est un long cheminement. En fait, je suis passionné d'horlogerie depuis ma plus tendre enfance, allez, on va dire ça. Ouais. C'est devenu beaucoup plus prégnant en fait au tournant des années 2000, où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au monde vintage, avec une appétence toute particulière et toute personnelle en fait pour des montres un peu originales, qui avaient vraiment une mise en avant du design. C'est devenu une collection un peu dévorante, qui s'est prolongée en fait dans la création d'un blog, Montre Design, qui m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin et de créer quelque chose autour de l'univers horloger. Et puis ça a pris du temps, la petite graine a germé et on s'est lancé il y a 3 ans en fait pour créer Start Your Engine. Waouh, donc ça prend 3 ans de lancer 3 ans de passer de « allez, j'y vais, j'ai quelques idées » à sortir un produit sur le marché? Ouais, ça prend 2 ans et demi en fait en vrai développement produit, à partir du moment où tu décides de lancer un projet qui sort un peu des cadres habituels en fait. D'accord, ok. Ton blog, 2 secondes là, Montre Design, c'est qu'en fait… Tu confirmes ce que finalement, que le premier critère de choix d'une montre, c'est son look, son design? Bon, en tout cas, moi, c'est mon appétence personnelle. Alors après, il y a d'autres choses que je prends en compte, mais pour moi, la montre, c'est une talking piece. C'est-à-dire que c'est vraiment dès que je croise quelqu'un, j'ai le regard en coin, je sais ce qu'il porte ou ce qu'il ne porte pas, et c'est une invitation à discuter, à essayer, comme on vient de le faire, une montre, parce que je trouve que c'est un formidable objet de passion et de discussion entre Vous le savez, les amis, tu ne vas pas être surpris, Arnaud, pour moi, c'est la personne qui fait la montre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de… On croit souvent que c'est le contraire, c'est-à-dire que si on a une montre épaisse, sportive, brillante, clinquante, on est un bourrin et un abruti. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est fondamentalement le contraire. Vous avez vu que notre ami Arnaud utilise beaucoup d'anglicisme. Quand tu dis talking piece, tu penses que c'est un message. Ouais. Et alors, quel message tu veux donner avec Start Your Engine? L'idée, c'était de revenir en fait un peu à l'essence même de ce qu'est une montre, un bel objet, des beaux matériaux et des belles sensations au poignet. Donc ça, c'est vraiment le côté très égoïste. Et puis après, l'idée, c'était aussi de pouvoir pas se lancer pour se lancer sur un marché qui attend personne, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de choix. Mais c'était modestement essayer d'arriver avec une proposition un peu nouvelle. C'est pour ça aussi que ça nous a pris du temps. Et du coup, on est arrivé avec une volonté de travailler sur des matériaux bruts
qui sont l'acier et le cuir, et qu'on a voulu intégrer de manière encore plus poussée que ce qui avait pu être fait. Et l'idée, voilà, c'était de créer justement une montre qui interpelle un peu, voilà, qu'on a envie de toucher, d'échanger, de porter à son poignet. Vous l'avez vu, hein, les amis, on voit bien que là, on est dans l'univers de la start-up, c'est un sujet d'équipe. Arnaud nous dit Start-up, c'est un programme business. L'idée, c'est de comprendre pourquoi tu fais ça, et évidemment de creuser dans l'ADN de la marque et des personnes qui constituent SAI. On dit SAI, c'est ça, hein? SAI, ouais, à l'anglaise, après. Super. Alors, on, c'est qui? En fait, ça part de moi, l'initiative du projet. Et après, l'idée, c'était de pouvoir s'entourer des meilleurs, en fait, tout simplement. Donc, parmi les il y a les designers qui m'ont aidé à créer la montre. Il y a designers du monde de l'horlogerie ou design en général? En général, mais de manière très spécifique sur l'horlogerie, puisque ça fait 25 ans que Michel et Ludovic de l'agence BBDC en fait, dessinent des montres. C'est eux qui ont notamment créé la tambour de Louis Vuitton. Et voilà, ils ont travaillé pour des marques très prestigieuses. Ça fait 25 ans qu'ils savent de quoi ils parlent quand ils dessinent une boîte, un cadran et un bracelet. Et donc, Tu les connaissais de ton blog? Je les connaissais, d'une expérience professionnelle qui datait, mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout qu'ils dessinaient des montres. Et quand je les ai revus 17 ans après, dans une conférence de presse dédiée à l'horlogerie, je dis mais qu'est-ce que vous faites là, les gars? Et voilà, et c'est cette rencontre en fait qui a tout précipité. Vous le savez, les amis, je suis un grand fan de design, et une fois n'est pas coutume, un designer de montre ne design pas que des montres. D'ailleurs, un designer en général, il fait plein d'autres choses. Hein, il y en a beaucoup des designers qui ont cartonné et qui viennent de l'architecture, du design industriel, de la décoration, etc. Donc c'est un peu cette rencontre qui a été le déclic qui fait que tu as décidé de t'y mettre il y a 3 ans. Exactement. Voilà. C'est un plan B qui est devenu un plan A en fait. L'idée de créer une marque, elle était ancrée en moi depuis le blog, parce que le seul fil rouge que j'ai réussi à me tenir, c'était le fait de suivre en fait, des jeunes designers qui avaient des concepts intéressants. Et puis de fil en aiguille, on a sympathisé. Et beaucoup se disaient je ne comprends pas, mon design plaît. Aucune marque n'en veut. Toi, je sais que tu fais du marketing. Pourquoi tu ne crées pas ta marque? Et donc voilà, la graine avait commencé à germer. Et après du temps à pousser, pour plein de raisons. Et du coup, je voulais me lancer, mais je ne me sentais pas forcément légitime pour tout de suite m'embarquer dans le projet d'une marque. Et puis voilà, cette rencontre a un peu précipité les décisions. Comme quoi, c'est une affaire de relations humaines. Hein. La baseline de la chaîne Daily Shoes, c'est démontre comme personne. Tu démontres que lorsque d'un côté on est client, parfois la rencontre avec un horloger, avec le fabricant, on va visiter le musée, etc., change le regard qu'on a sur une marque. Et l'objectif de ce programme, vous le comprenez, c'est d'offrir la possibilité à une jeune marque qui ne peut pas raconter qu'en 1850, en 1930, en 1960, elle a fait des trucs merveilleux, etc. Mais elle a la possibilité d'expliquer dans ses gènes pourquoi ce projet. 3 ans pour sortir donc ta collection Motion qui est sortie fin 2019, si je ne me trompe pas. On a commencé à communiquer dessus tout début 2020 et on l'a commercialisé à partir de fin mai. C'est quoi les grandes étapes d'un projet de marque comme ça, entre le moment où, tu l'avais en toi, et puis il y a un déclencheur. En fait, c'est quoi les grandes étapes pour aboutir à faire que ça y est, tu reçois non pas ton prototype, mais tu reçois les modèles que tu vas livrer ou que tes clients, tes prospects vont acheter? En fait, c'est très séquencé. Il y a toute la phase créative sur laquelle en fait, tu es obligé de défricher parce que tu ne peux pas comme ça te jeter. Enfin, en tout cas, c'était pas ma démarche. Je n'avais pas non plus envie de faire une énième vintage. L'idée, c'était vraiment d'arriver avec un peu de nouveauté. Donc, ça se prépare. En fait, on a commencé à parler montres et très vite, on a bifurqué sur l'univers automoto parce que je trouvais à titre perso qu'il y avait des choses vraiment très intéressantes qui se passaient, notamment des petits garages, Blitz, Singer et notamment Vagabund qui sont des Autrichiens. Et je trouvais intéressant en fait cette approche de toute petite structure qui était capable en fait de déployer un savoir-faire
plutôt, enfin pas ancestrale, mais vraiment bien ancrée, de carrosserie, de sellerie, et avec une vraie division de design, en fait, qui était capable soit de réinterpréter un véhicule de A à Z en lui donnant vraiment un nouveau look complètement ravageur, ou au contraire d'arriver avec une machine complètement nouvelle. Et beaucoup utilisaient justement cette jonction, cette intégration entre le métal et le cuir. Et je me dis, il y a vraiment un truc à prendre là, et j'aimerais vraiment réinterpréter cette démarche-là au poignet. Ok. Donc, on en a parlé avec les designers. Et ça tombe bien, eux aussi voulaient s'exprimer sur ce côté un peu fusion, ou en tout cas intégration entre le métal et le cuir. Et donc, l'idée est partie de là. Donc ça, c'était, on va dire, ça nous a pris à peu près 4 mois parce que c'est allé très très vite, de l'idée, toute la phase de recherche jusqu'au premier dessin. Ouais. En fait, une phase ultra euphorisante, j'allais dire, qui nous disait, voilà, on est super à l'aise avec ça, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Ouais, donc la première étape, en fait, tu passes d'une feuille blanche à quasiment un dessin 3D, ouais. Ça va super vite. Alors pas la 3D encore, ouais. on est vraiment plus là sur du dessin d'artiste, sur une vision créative. Ouais. Mais si tu l'avais rêvé, ta montre, avant qu'elle soit dessinée, elle ressemble à ce que tu as fait au final? Alors, ouais, c'est une des vraies fiertés du projet, c'est-à-dire que tu pourras regarder, ou d'ailleurs sur le site, on montre le dessin, entre le dessin originel et la montre, c'est quasiment le même produit. Quoi. Ouais, mais ça c'est super, mais ce que je veux dire, c'est que tu nous expliques que tu es passionné d'horlogerie, etc. Donc, tu as fait une montre qui correspond au message que tu veux donner, tu as fait une montre qui te plaît à toi. Comment dans un projet tu fais la différence entre je veux faire une montre avec un projet qui m'intéresse mais qu'il faut quand même que je les vende, et de l'autre côté, non mais moi je la fais pour moi, pour qu'elle me plaise à moi, et toi n'est pas tout le monde. Tu fais bien d'en parler parce que c'était justement le premier garde-fou que j'ai mis en place pour le projet. Je voulais absolument pas faire une montre pour moi. L'idée c'était vraiment en fait de pouvoir arriver avec une montre qui soit belle, une montre qui puisse apporter un peu de nouveauté stylistique, parce que voilà, c'est notre valeur ajoutée, et qui puisse un peu creuser son sillon elle-même, c'est-à-dire que apporter, alors forcément j'ai mis de l'ADN de choses qui me plaisent, mais je ne l'ai pas faite pour moi. L'idée c'était vraiment de faire en sorte que la montre voilà, s'exprime par elle-même, et justement c'était vraiment voilà, je parle de garde-fou, c'était vraiment un des points forts sur lesquels on voulait absolument pas s'enflammer, qu'à partir du moment où on a eu des prises de décision, on s'est entouré d'un petit noyau de bêta-testeurs autour de nous, justement pour essayer d'avoir un peu de feedback, ou en tout cas nous aider à prendre les bons choix, ou faire prendre les bonnes décisions qui nous permettent de dire voilà, on avance sur le bon chemin sans trop se mouiller personnellement. Quoi. Ouais, donc il y a un certain nombre de partis pris. Mais il y a des parties pris, bien sûr. Sur le modèle que j'ai entre les mains. Donc là, j'ai le chronographe. Donc c'est un chronographe qui est avec un mouvement Seiko, qui est en partie à quartz, en partie mécanique. Exactement. Mais sur le parti pris du design, juste pour rester là-dessus, c'est que donc on a une boîte sans anse. Voilà, sans cornes, et avec un système a priori breveté, si je comprends bien, il est breveté, fastback, qui permet de changer rapidement son bracelet. C'est ça l'idée? Oui, rapidement, pas forcément. L'idée, c'était aussi de créer une expérience. Dans le cahier des charges, ce qu'on voulait, c'était une montre qui soit inspirée du vintage, notamment ce que je disais en fait des carrossiers de début de siècle ou d'après-guerre, du travail du sellier. Ouais. Donc vraiment de s'inspirer de ça, mais d'avoir un dessin vraiment moderne. On voulait des lignes modernes pour cette montre, et qu'elle soit vraiment actuelle. Donc ça, c'était vraiment le cahier des charges. Ensuite, l'autre point très fort, tu l'as vu, c'était de réussir l'intégration la plus aboutie possible. Ouais. Et là, on a commencé à travailler dessus avec un système qu'on voulait assez smart, ultra intégré, et puis vraiment miniature. Et puis au moment d'appuyer sur le bouton, parce qu'on s'est fait aider aussi par une société d'ingénierie française qui s'appelle Cortès, qui est basée à Annecy. Et avant d'appuyer sur le bouton pour lancer l'étude, je ne l'ai pas senti en fait. Je me suis dit non, c'est trop sophistiqué, le côté fiabilité me questionnait aussi. Et
et je voulais un système, parce que du coup on a été obligé d'inventer le système pour réussir l'intégration. En fait, on a un peu inversé les choses. Et je voulais vraiment un système qui soit dans l'ADN mécanique de la montre. Et donc du coup on est revenu à quelque chose de peut-être plus grossier, ouais. qui est un système ultra intégré, mais en tout cas vraiment plus cohérent par rapport à ce qu'on voulait faire, Ouais. et d'où la naissance du système Fastback. Et donc l'idée autour, c'était pas forcément d'être sur un système rapide, mais sur un système qui soit simple, Ouais. qui soit solide, Ouais. qui soit beau, Ouais. et qui en plus, si possible, permette aussi de vivre une expérience un peu, un peu différente. Moi, ce que j'aime bien quand j'ai une montre, en essayant d'autres ou en apprêtant à des amis, c'est de dire tiens regarde ce qu'elle a. Voilà, avec ce petit truc en plus, ça en fait partie. C'est en tout cas quelque chose que les autres montres n'ont pas. Je suis d'accord. J'ai une question, les amis, pour vous. Allez voir dans l'onglet communauté de la chaîne. Dites-moi si vous êtes plutôt bracelet cuir ou bracelet acier sur une montre, parce que c'est un vrai sujet. Vous le savez, moi je suis un fan de maroquinerie, donc ce que tu nous racontes là, Arnaud, moi ça me parle. Et ce que j'y vois moi dans cette montre, moi ça me rappelle, non pas ça ressemble les amis, mais on a nos trajectoires personnelles. Ça me rappelle là Hermès Harnais. Qui est avec un boîtier totalement circulaire comme ça, intégré dans un bracelet cuir qui fait le tour de la montre. Donc là, ce n'est pas le cas. Et puis, vous le savez aussi, je ne sais pas si tu le sais, j'espère d'ailleurs, qui regarde la chaîne quand même, je suis un grand fan des 60s, 70s, notamment Omega, et il y a toute la gamme Omega Dynamic, où justement, tu viens... alors, c'est un bracelet qui n'est pas en deux parties, mais ça me rappelle un petit peu ça. C'est très quand même caractéristique. C'est un style qu'on voit peu des montres... sans anse, sans corne. Est-ce que c'est pas un pareil un peu risqué ça, mais ce qui donne du piment à ton projet quand même? Exactement, oui. On s'en est rendu compte, culturellement on savait que c'est pas forcément... on sortait en fait des canons et des standards de l'industrie. Très vite quand on a commencé à présenter le projet, ça fait partie des premiers questionnements des fans, ou en tout cas des gens qui étaient un peu interpellés par le projet, dire mais attendez... vous me faites un bracelet propriétaire là. Donc oui, on savait qu'on n'allait pas forcément sur la piste la plus simple. En tout cas, ce qu'on voulait, c'était aboutir sur un produit qui soit vraiment différent et qui reprenne cet ADN très fort. Et après, ce qu'on a voulu vraiment travailler, c'est sur les points de réassurance, sur le côté pérennité, justement, pour répondre aux gens qui sont à la fois intéressés par mais qui se disent « oh là là, j'ai pas trop envie d'y aller ». Donc, on a aussi travaillé sur tout le côté industriel et partenariat pour rassurer tout donc, mais pour le coup, c'est un bracelet propriétaire. De facto, oui. Donc cette montre-là, le chrono, motion chronographe, quel prix? 650 €. 650 € pour l'acheter. Rendez-vous sur ton site internet dont l'URL est SyeWatches.com. Donc SYEWatches.com. Mais bracelet propriétaire, tu fais pas plus, pas moins que ce que font les autres marques bien connues avec des bracelets de ce type. Il y a IWC qui est bien connu, tu as Cartier qui fait des trucs qui sont vraiment très intéressants. À un moment ou à un autre, ton objectif c'est de vendre une montre et après de vendre une série de bracelets. Alors, notre objectif, il n'est pas forcément d'être sur un système... Tu veux pas faire de business? Je veux faire du business, bien sûr. Mais l'idée, c'est pas d'enfermer le client dans un concept et puis lui dire maintenant, il faut passer au tiroir caisse. L'idée, c'était de vraiment... En fait, on a une démarche qui est vraiment, on va dire, type laboratoire, atelier. Et du coup, c'est, vendre des montres, pouvoir proposer... par une créativité, par un choix de bracelet, une possibilité de personnalisation. On a d'autres projets qu'on va creuser qui vont apporter ça, mais l'idée c'est vraiment d'attirer et pas d'imposer. Bien sûr. Et de faire en sorte que lorsque on achète une montre motion, on soit d'une part ultra content du produit et qu'on ait aussi envie de le faire vivre à travers tout un écosystème de bracelets qui permettent aussi de changer de montre sans vraiment changer et de pouvoir se faire plaisir. Et donc sur ce côté bracelet propriétaire, on a mis en place deux choses. La première, c'était de travailler avec notre fabricant, mais je pense qu'on va en reparler, pour que lui
puisse, en plus de nous, garantir la pérennité. On travaille avec la manufacture Jean Rousseau qui élabore des bracelets depuis les années 60 et qui continuera. Donc, s'il nous arrive la moindre des choses... Bien connu, mais pas que des bracelets, de la maroquinerie, aussi, etc., bien sûr. Quelle région en France, Jean Rousseau? Ils sont juste à côté de Besançon. À côté de Besançon. Ouais, à Pelouzet, exactement. Et le deuxième point, c'est que même si c'est un bracelet propriétaire, on voulait rester sur, extrêmement bien conçu, on voulait rester aussi sur des prix qui soient vraiment raisonnables. Donc, on a un prix de bracelet à 150 €, un bracelet qui est très complexe. Ça, c'est le prix de vente? Prix public, ouais. Prix public d'un bracelet additionnel. Exactement. Quand on achète une montre Sai, on a un boîtier, on a un bracelet et on a le petit outil pour changer. Super. C'est ça. Okay. Donc on voulait attirer tout en étant raisonnable. L'idée, c'est de se faire plaisir. Et c'était aussi un des axes de lancement, c'est peut-être le seul tabou qu'on s'était donné en fait pour la conception du projet, c'est qu'on ne voulait pas lancer un produit qui soit à plus de 1 000 € parce que voilà, on a besoin aussi psychologiquement, je pense, d'une réassurance de marque déjà bien installée. On voulait faire un bel objet, mais qui soit dans un prix qu'on peut appeler coup de cœur, quoi, voilà, dans la zone sous les 1 000. Justement, ton analyse, quand on lance comme ça une marque de montre, il y a deux façons de déterminer son prix. C'est son prix de revient, ça a besoin en marge pour financer ses investissements et puis en faire quelque chose de pérenne. Ouais. Il y a une autre façon qui est forcément complémentaire de la première, c'est de se dire quel positionnement je veux avoir sur le marché. Donc là, tu adresses quelle clientèle, tu vois, quel positionnement, tu es dans le segment 600 000 €. Tu vois, c'est ça. Qui y a en face? Tu as les Japonais, tu as les Suisses, tu as le revival français. Et toi, tu t'es dit, il ne faut pas que je dépasse les 1000. Ouais, c'était vraiment, comme je te disais, le seul tabou, parce que, en tout cas pour le lancement. L'idée, c'était de pouvoir montrer qu'on est capable de faire un produit d'exception tout en restant sur des prix qui sont accessibles pour monsieur tout le monde. Ça reste un budget, mais sur lequel on puisse se faire plaisir et pas trop non plus cogiter sur je l'achète pas, je fais un crédit sur 2 générations ou pas. Mais il y avait ce côté aussi un peu démonstration de force. Dire, voilà, on est capable de se hisser à un très haut niveau de qualité à un prix qui est vraiment... Voilà, est-ce qu'on peut dire à ce prix-là que en fait, tu te positionnes entre, d'un côté, un petit peu en dessous, il y a les Japonaises, Seiko, Orient, etc. Mais j'ai le sentiment que tu es sur le segment de marché des marques dites fashion, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout issues de l'horlogerie, mais qui ont des marques qui sont... puissantes et qui sont connues, Calvin Klein, des choses comme ça, Armani, etc., où là, il n'y a aucune démarche horlogère, il n'y a aucune réflexion. Il y a une réflexion, en termes de design pour eux, mais il n'y a pas de logique horlogère, il n'y a pas de message, comme tu le décris toi. Et puis après, tu as l'entrée de gamme, on va dire, de l'horlogerie mécanique avec un certain nombre de marques suisses et ou japonaises. Et toi... pour te positionner là-dessus, avec Sai, tu as fait le choix en termes de mouvement d'avoir donc dans ce chronographe, les amis, je vous le rappelle, tout à l'heure vous saurez comment participer pour gagner ce chronographe Sai. Il y a un mouvement japonais Seiko dedans, et puis la version 3 aiguilles avec l'aiguille 24 heures. Ouais. Lui est en mouvement japonais également, mais Miyota, automatique cette fois-ci. Tout à fait. Pourquoi, c'est quoi les grandes raisons de mettre des mouvements japonais qui sont industriellement extrêmement fiables, qui sont performants, mais dans l'imaginaire, ils sont moins nobles que ce que nos amis suisses font? Il y avait plusieurs réflexions à ce sujet. Tu as déjà touché du doigt pas mal d'éléments. Le premier, c'est effectivement, quand on est une jeune marque, on se lance, il faut absolument, surtout quand, dans notre cas, on était sur un système qui sort un peu de l'ordinaire, il fallait qu'on puisse garantir une fiabilité maximale. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à l'expérience client. C'est vraiment des choses qu'on a voulu travailler et la fiabilité en fait vraiment partie. Il n'y a rien de plus, on va dire, démotivant, frustrant et j'en passe que te proposer une belle montre et que tu doives me la retourner
tout de suite. Elles sont garanties combien de temps? Elles sont garanties 2 ans. Garanties 2 ans. Ouais. C'est le standard du marché, ça? C'est le standard, ouais. Et du coup, travailler avec des industriels japonais qui maîtrisent extrêmement bien tout ça, qui ont des niveaux de fiabilité, c'est un des points vraiment rassurants. Moi, j'ai travaillé pour des entreprises japonaises, je connais tout leur sérieux, donc ça, c'est vraiment important. Le deuxième, il est aussi économique, c'est-à-dire que tu dois faire ta recette et tes calculs pour justement rester dans ton positionnement, donc c'est rentré en ligne de compte. Et puis, il y a un petit peu de poil à gratter dans notre démarche, c'est que quand on a commencé à regarder, alors je ne dis pas qu'on ne fera jamais de Swiss Made, ou en tout cas qu'on n'aura pas de mouvement suisse dans nos futurs modèles, mais l'attitude des Suisses, ce côté un peu, je monte mon business model pour dire je suis fait en Suisse alors qu'il n'y a pas grand-chose qui in fine touche le sol helvétique. C'était aussi un petit pied de nez en se disant voilà, on va commencer avec du mouvement japonais et puis ça va très bien le faire. Ce que tu veux dire par là, c'est que le Swiss Made, c'est un standard, c'est une norme, et qu'effectivement, il n'y a que 60% de la valeur ajoutée d'un mouvement Swiss Made qui est fait en Suisse, mais le même problème touche au Made in France. Qu'est-ce qui est fait en France? C'est l'assemblage, c'est la R&D, c'est le design. Là, ce qu'on peut dire pour toi, c'est que c'est entièrement designé ici en France avec tes associés. D'ailleurs, ces designers dont tu parles tout à l'heure, ils sont partie prenante dans le business de Sai, tu vois? Non, pas dans le business, c'est vraiment... Tu leur as acheté une prestation? Dans l'ADN, ouais, c'est plus que ça, parce qu'en fait, c'est des amis. Donc il y a une vraie paternité, en fait, dans le projet. Ouais. Et juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport au Swiss Made ou Made in France, on n'a justement pas voulu, ça faisait aussi partie de l'ADN qu'on a voulu mettre dans le projet. J'ai fait du marketing pendant 20 ans, donc je ne vais pas me renier, mais il y a tout un côté de bullshit que je n'ai pas envie d'embarquer dans ce projet. Donc l'idée, ce n'était pas de mettre un tampon Made in France ou Made in nulle part ou que sais-je, mais c'était vraiment de jouer aussi sur la transparence et de mettre en avant en fait, les partenaires avec qui on travaille. Parce que bizarrement, on est sur une industrie qui est tout, même plus que d'autres, vraiment constituée d'artisans, de gens qui ont un vrai savoir-faire. Il y a un vrai bassin en fait, de compétences à différents endroits du globe. Et en même temps, c'est une industrie qui n'a jamais été aussi opaque et qui n'a jamais aussi peu dit avec qui elle travaille. Et donc, ça faisait aussi partie des autres contre-pieds qu'on a voulu mettre en place pour ce projet, qui était au contraire de mettre en avant les partenaires avec qui on travaillait et avec qui on est super fiers de travailler. Donc, plutôt de dire qu'on est made in France, je préfère dire que mes bracelets sont faits avec Jean Rousseau à Besançon, qu'ils sont assemblés avec un Berdreau à Besançon, qu'on a travaillé avec un bureau d'études à Annecy, que tout ça est designé à Paris. Voilà. Et je pense que c'est aussi plus honnête et plus réaliste dans aujourd'hui l'économie horlogère telle qu'elle est faite. Voilà. Je comprends. Ça me permet de passer sur la notion d'ambassadeur. Vous connaissez ma conviction personnelle, le seul vrai ambassadeur d'une marque, c'est celui qui l'achète ou celui qui la gagne. D'ailleurs, cette montre, j'espère que vous serez nombreux à participer à ce tirage au sort. Alors comment faire? C'est extrêmement simple, vous allez sur le site www.dailyshoes.fr, jusque-là c'est simple, /SYE, tout est expliqué sur le bandeau qui défile sur cette vidéo, et puis bien évidemment dans la description, vous remplissez le formulaire pour participer, et il y aura un heureux élu qui recevra le modèle chronographe qui est ici dans cette petite boîte avec un bracelet et le petit outil Fastback. Alors, en parlant donc mécaniquement, vous deviendrez ambassadeur de la marque. Vous voyez, c'est ça qui est magique. Mais l'ambassadeur de Start Your Engine, c'est quelqu'un qui s'appelle Sir Yorick Earl. Mais j'ai l'impression que c'est un ambassadeur imaginaire, mais qui est justement là pour nous faire rêver. Tu peux nous en dire plus ? Ou pas. Ah, le fameux ambassadeur. Non, tu as raison en fait, quand on a commencé à réfléchir, et moi plus particulièrement sur les briques en fait, de la marque, effectivement, quand j'ai commencé à raconter autour de moi que je m'embarquais sur ce projet horloger, tout de suite on m'a dit « il te faut un ambassadeur ». Et j'écoutais avec le petit sourire en coin tout ce qu'on me disait. Et mon expérience personnelle fait que
J'ai plutôt pris du recul par rapport à ça. Je pense à peu près la même chose que toi, c'est-à-dire que voilà, c'est d'abord le client en fait qui est l'ambassadeur d'une marque et je pense que tout doit être fait pour que ce soit le cas. Après, on peut rajouter du glamour, on peut rajouter des paillettes avec des gens très illustres, mais souvent ils changent de marque, ils revendent leurs produits. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent et que j'ai vécu moi de l'intérieur et j'avais pas envie de ça. Et puis, en fait, les choses se sont un peu décantées d'elles-mêmes. Il y a un jour où je me suis dit, Eureka, bon sang, mais c'est bien sûr. Je dis, ça va être simple. L'ambassadeur de Saï, il sera ultra fidèle. Il sera ultra fidèle parce qu'on va le créer. Et en fait, c'est parti de cette idée. L'idée, c'était de pouvoir incarner les valeurs de la marque de manière un peu originale. Et donc, du coup, on a créé notre propre ambassadeur. Qui s'appelle Yorick, effectivement. Ouais. Et Yorick, c'est celui qu'on voit sur ton site internet? Exactement. Mais il y a un truc que je ne saisis pas sur Yorick. Yorick, globalement, il se déplace en bécane, il se déplace en moto. On a plutôt parlé de voiture. Start Your Engine, c'est le lancement de la course d'Indianapolis. Tout à fait. Ton outil là, pour changer de bracelet, c'est Fastback. J'imagine que c'est une référence à la Ford Mustang GT de notre ami Steve McQueen, bien connu des fans de monde d'horlogerie et de cinéma dans Bullitt. Qu'est-ce qu'il fait en moto, Yorick? Il s'est trompé? Non, il ne s'est pas trompé. Il a ce qu'il faut. Il a plein de motos, il a plein de voitures. Pour l'instant, je n'ai pas vu de voiture. Non, mais on démarre juste notre moteur. Et on a voulu commencer par la moto, d'une part par honnêteté intellectuelle, parce que c'est l'inspiration en fait, qui a vraiment amené à créer le premier modèle. Ouais. Et puis, moi, j'ai une appétence particulière pour le deux roues, ce côté liberté. Et puis, plus prosaïquement, c'est vrai qu'il y avait un peu moins de marques qui avaient noué des partenariats avec le monde de la moto. Donc, naturellement, on a commencé un peu plus sur cet univers, on va dire, graphique. Mais il n'y a pas du tout de côté... Tu peux nous en dire plus sur la suite de Yorick Heure, là? Il va y avoir, je ne sais pas, une bande dessinée. C'est peut-être le futur Michel Vaillant. En fait, c'était un projet. En BD. Ouais, c'était un projet dans le projet. En fait, c'est parti de l'idée que, effectivement, des ambassadeurs... ce territoire en fait des voitures, des motos, c'était un territoire de légende sur lequel il y avait à la fois des vrais héros qui existaient et puis des héros de composition ou de BD. Et donc voilà, une espèce de grand mix qui s'est opéré. Et puis, comme je te disais, il fallait aussi que quand on crée une marque, j'ai aussi des points de différenciation assez forts en termes de visibilité, en termes de différenciation par rapport à ce que faisaient d'autres. Et puis je me suis rendu compte en cherchant rapidement qu'aucune marque n'avait créé un univers de marque complètement dessiné. Donc je me suis dit, en plus, c'était une vieille passion personnelle. Ouais. En fait, plus une grosse frustration en fait, personnelle, parce que je ne sais pas dessiner, alors que j'adore les gens qui ont ce don. Qui l'a dessiné, Yorick? Et donc, en fait, comme je te disais, c'était vraiment un projet dans le projet. J'ai pitché une bonne trentaine de dessinateurs français. Et puis, voilà, le style correspondait pas tout à fait, ou il n'y avait pas de fit personnel, parce que moi, je le concevais en fait comme un vrai membre de l'équipe. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Et puis, voilà, j'ai un peu resté un peu sur ma faim, parce que je n'avais pas trouvé de dessinateur français. Et puis... au fur et à mesure de mes recherches, j'avais trouvé un dessin qui est passé sur Internet d'un pitch, en fait, d'un teasing sur l'adaptation en fait, du film John Wick en BD. Ouais. Et j'étais vraiment saisi par les traits, par le dynamisme, le côté assez masculin en fait, du dessin, mais je ne savais pas qui l'avait fait. Et puis, quand j'ai repris un peu le sujet, parce que voilà, c'était un côté un peu itératif, 9 mois un peu plus tard, j'ai continué à chercher un petit peu et je suis tombé sur Giovanni Valletta, en fait, qui est un dessinateur américain qui a bossé pour Marvel et qui a fait l'adaptation en fait, du film John Wick en BD. Ouais. Ni une ni deux, je lui ai dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je l'ai contacté sur son site et puis 2 heures après, il m'a répondu, il me dit, j'adore les montres, il faut qu'on bosse ensemble. Ah, super. Ouais. Voilà. Donc encore une belle rencontre. Encore une belle rencontre. Ouais.
Ouais, c'est ce qui te fait avancer finalement, les rencontres humaines. Ouais, franchement, c'est vraiment une des très belles découvertes de ce projet. Ouais. Est-ce que c'est pour ça, au-delà du fait que forcément, pour une jeune marque, aujourd'hui, tu es exclusivement en vente directe, tu n'es pas distribué? Ouais, exactement. Ouais. Donc, tu offres la possibilité avec quelque chose que tu appelles touch and try, c'est ça? Voilà, la possibilité d'essayer une montre. Ouais. Comment ça se passe? Alors, on a mis en place des rendez-vous privés. Alors, pour ceux qui ont la chance d'être, enfin la chance, ou pas, Ouais. d'être proche de Paris, puisqu'on a un point de rendez-vous dans le 9e. L'idée, c'est de passer 1 heure en tête-à-tête, de pouvoir essayer les montres et puis de parler du projet. J'ai fait plein de rendez-vous avec des gens qui sont devenus clients et c'est vraiment super enrichissant parce que on sent qu'il y a un vrai territoire de passion en commun. Ouais. On est en train de travailler, c'est une question de jour, sur un autre service qu'on va apporter justement qui permettra aussi aux gens d'essayer nos montres de manière encore plus, de manière déployée, de manière encore plus massive. Oui. Mais toujours dans cet esprit où on veut vraiment favoriser le côté expérience et relations un peu particulières avec la marque. C'est important. Ok, donc t'en es où là en termes de business, en termes de vente? Quand tu as lancé ta marque, tu as fait fabriquer combien d'exemplaires? Alors on est parti sur une série limitée en fait du lancement de 500 pièces qui sont réparties entre les 2 modèles, entre la Motion Automatic 24 et le chronographe. Oui. On s'est lancé en précommande. C'était aussi pour nous un moyen, d'une part, d'avoir une étude de marché un peu en temps réel, et puis de se constituer un premier socle d'ambassadeurs, on va dire. Ouais, non, mais ça veut dire que tu n'as pas utilisé une plateforme comme Kickstarter ou Ulule ou d'autres, donc pas de crowdfunding. Alors, si, c'est du principe de crowdfunding. En fait, j'ai des précommandes. En fait, l'idée, c'était de se lancer sur Kickstarter. Quand on a commencé à réfléchir au projet, et je suivais, j'ai investi dans pas mal de projets, donc je suivais vraiment cette plateforme. Et puis, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, il y avait un peu à boire à manger. Comme je te disais, moi, je voulais vraiment privilégier le contact avec les clients, le côté expérience de marque. Et honnêtement, je ne l'ai pas senti sur Kickstarter. Et j'ai préféré me couper de cette puissance ou cette diffusion, on va dire, très internationale. Et au contraire, revenir, embarquer une expérience plus restreinte, mais je pense plus riche sur le site. Donc l'idée, c'était de vraiment faire la précommande sur le site. À partir de fin mai, après avoir pris le coup de massue du premier confinement et du Covid. Et voilà, c'était parti. On a donc fait la précommande pour livrer les montres sur l'automne. Ouais. On les a livrées un petit peu plus tard que prévu, mais en tout cas on les a livrées et puis on a surtout un extrêmement bon retour des clients et c'est ça qui est le plus important. Donc bon retour, satisfaction client, t'es dans tes prévisions de vente? Ouais. Même si l'année était compliquée, on a plutôt bien bossé et puis voilà, maintenant comment j'allais dire, le challenge à relever pour 2021 est toujours important, mais l'idée c'est de pouvoir continuer à prouver qu'on a vraiment une très belle offre et puis de l'enrichir. Alors justement, voilà, ça c'est l'aboutissement de 3 ans de travail avec ces 2 modèles, Motion 24 et Motion Chronograph. Tu peux nous en dire un peu plus sur la suite? La suite, elle est relativement simple et assez classique dans le monde horloger. On va travailler en fait sur des nouvelles itérations de bracelets, plus créatives. L'idée, c'est aussi de travailler sur le côté exclusif parce que c'était un des points qu'on avait mis, nous, dans notre ADN, dans notre cahier des charges, mais sur lequel on n'avait pas forcément communiqué de manière très forte. Et c'est le retour, en fait, des clients qu'on a eu. Parce que j'aimais bien aussi un peu les challenger. Dès qu'on avait la possibilité d'être en contact, je dis parlez de nous. Mais non, j'ai pas envie de trop parler de vous parce que j'ai pas envie que mon collègue de bureau ait la même que moi. Donc il y avait vraiment ce côté exclusif très fort et donc on a envie vraiment d'aller là-dedans, notamment sur des séries limitées, sur les bracelets. On va travailler sur des nouvelles itérations de cadrans aussi qui sont, on attend les prototypes incessamment. Et puis, donc ça veut dire que le projet SAI, c'est une boîte, on va dire, standardisée, qui permet de changer de bracelet.
Après, bon, tu as des boutons poussoirs pour le chrono ou non. Et puis après, l'évolution, c'est le cadran. C'est le cadran. On réfléchit aussi à d'autres mouvements, mais dans un futur plus lointain, et puis surtout de nouveaux modèles. Ouais. C'est aussi voilà, pour ça que j'aime aussi beaucoup la philosophie de Start-Upper. L'idée, d'ailleurs, c'était un des premiers articles de blog que j'ai rédigé, en fait. C'est qu'on a fait un peu cette approche un peu atelier, un peu laboratoire, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup en interne. Et faire beaucoup en interne, alors on apprend, c'est ultra enrichissant, on apprend beaucoup, et c'est important pour avoir des bases stables et solides. Ouais. Sauf que ça prend beaucoup de temps. Bien sûr. Et qu'à un moment, on a besoin aussi d'aller un peu plus vite. Ouais. Et donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir éventuellement faire rentrer un business angel qui croit dans le projet, qui soit vraiment en affinité avec nous, pour justement avoir un peu plus de carburant. Bien sûr. Pour accélérer là où on doit accélérer. Ouais, donc là, ce dont tu parles, les amis, le business angel, c'est celui qui investit, qui peut mettre de l'argent dans ce projet-là. Ça veut dire qu'au départ, tu es allé sur tes fonds propres? Oui, complètement. Intégralement? Intégralement, plus un prêt d'honneur, un prêt bancaire. Oui, non, mais bien sûr. Donc, le premier étage de la fusée de la start-up. Et puis après, pour accélérer, il faut que tu viennes avec des produits, des chiffres, de la satisfaction client pour raconter une belle histoire. On a beaucoup parlé de maroquinerie. Ouais. Les amis, je vous ai posé la question, vous êtes plutôt bracelet cuir, bracelet acier. Ça veut dire que la suite, pour toi, c'est des nouveaux bracelets ou alors tu réfléchis à un bracelet acier sur ce modèle-là? On y fait plus que réfléchir, parce qu'on a déjà commencé à faire quelques croquis. Ouais. En fait, c'était un des points de discussion assez forts qu'on a eu avec les communautés quand on a lancé le projet. Il y a eu un vrai... je les remercie pour ça. Je pense qu'ils ont été sensibles aussi au discours et à l'approche de la marque. Et même ceux qui étaient un peu réfractaires, on va dire, par côté un peu religieux au bracelet propriétaire, on a dit, écoutez, en tout cas, belle initiative. Moi, j'y vais pas parce que voilà, je veux avoir cette indépendance-là. Mais on voulait vraiment commencer avec quelque chose qui soit vraiment dans notre ADN et réussir cette intégration entre le métal et le cuir. C'était vraiment quelque chose de très fort chez nous. Tout ça pour dire que du coup, on a compris ce message et qu'on a travaillé sur deux points. Le premier que j'ai évoqué, qui était le côté pérennité en fait, des bracelets cuir, et travailler aussi avec un fabricant qui nous permette de le faire. Et puis, dans un deuxième temps, on s'est dit que voilà, il fallait aussi pouvoir assez rapidement déployer une offre d'un système intégré full métal. Donc c'est ce qu'on va faire. On a d'autres pistes pour d'autres propositions créatives. Mais en tout cas, voilà, tu parlais des tâches de la fusée. Le bracelet métal est clairement le deuxième, quoi. Et oui, écoutez, on lui souhaite le plus beau des décollages avec cette fusée, évidemment. Est-ce que ce sera Yorick qui sera au volant, au guidon ou aux manettes de cette fusée? Vous le savez les amis, il y a une montre SAI chronographe à gagner. Je vous le rappelle, pour participer c'est très simple, rendez-vous sur www.dailyshoes.fr/SAI, SYE. Vous remplissez le formulaire et puis si vous êtes l'heureux élu, vous aurez l'opportunité de recevoir cette montre. Arnaud, merci beaucoup. Merci à toi Xavier. Les amis fondateurs, start-upers, si vous avez des idées, si vous voulez venir expliquer ce que vous avez dans le big, dans vos tripes, l'âme que vous mettez dans votre projet, eh bien Start-Upers, c'est un programme pour vous. Vous viendrez pitcher la communauté des abonnés Dailyshoes. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bonne chance Arnaud. Merci beaucoup Xavier. Ciao, ciao. Au revoir.